Bonsoir, nous sommes le lundi 26 octobre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. On commence tout de suite avec les titres de votre actualité locale. Manuel Valls et 17 de ses ministres étaient au Mureau ce matin dans les Yvelines pour une réunion du comité Égalité et Citoyenneté. Lancé au lendemain des émeutes de 2005 en banlieue, ce comité doit répondre aux problèmes de mixité sociale. Plusieurs mesures annoncées, le point dans quelques instants. Politique toujours, mais du côté de la campagne des régionales, Europe Écologie Les Verts vient de réunir ses candidats dans le département pour une présentation du programme. Europe Écologie Les Verts qui reste très critique envers l'action de ses anciens alliés socialistes. Et puis invité ce soir Bernard Delattre, ancien journaliste devenu auteur. Il vient de publier Vie tranchée, récit d'une sélection de faits divers qu'il a couverts durant toute sa carrière. Il nous en parlera dans quelques instants. Et nouvelle édition de la Transat Jacques Vabre, 42 voiliers engagés dans la compétition depuis dimanche en direction du Brésil. Parmi les skippers, le Versaillais Tanguy Delamotte, c'est sa 4e participation et ce rendez-vous lui permettra de se préparer pour le prochain Vendée Globe. Il est toujours sous les couleurs d'initiative Cœur, soutenue par Mécénat Chirurgie Cardiaque, afin de permettre d'opérer des enfants atteints de graves maladies cardiaques et provenant de pays défavorisés. Écoutez-le juste avant le départ au Havre. Il était au micro de Grégory Canal pour Radio Sensation ce week-end. Donc c'est l'opération qu'on a commencé avec mon sponsor Initiative pour le Vendée Globe. Donc on a appelé le bateau Initiative Cœur, histoire que ce soit simple de comprendre qu'on essaye d'aider des enfants qui ont des problèmes cardiaques. Et donc c'est simple, on a une page Facebook qui s'appelle Initiative Cœur. Quand vous venez cliquer dessus, quand vous likez la page pour la première fois, quand vous aimez la page pour la première fois, à chaque nouvelle personne, mon sponsor donne 2 € à l'association. Et à chaque fois que vous partagez les posts qu'on peut mettre sur le Facebook, mon sponsor donne 1 € à l'association. Donc là, depuis qu'on est au Havre, on a pu, depuis le début de la semaine, on a pu sauver déjà 4 ou 5 enfants. Je crois qu'on est déjà au 5e ce soir. Et donc, c'est notre objectif, là, d'en sauver 10 pour la Transat. Donc, vu le bon départ qu'on a pris, alors que la course n'est même pas encore partie, on a pu sauver déjà 5 enfants. Ça coûte rien aux internautes, il faut juste venir cliquer sur la page Facebook et grâce à vous, mes sponsors donnent des sous à l'association et grâce à vous, des petits-enfants sont sauvés. Déplacement ministériel dans les Yvelines 10 ans après les émeutes urbaines qui ont embrasé la France en 2005. Manuel Valls s'est rendu ce matin au Mureau dans le cadre du 2e comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté. Le chef du gouvernement, accompagné de 17 ministres, a d'abord participé à une visite de terrain du nouveau commissariat et de la mission locale avant de s'adresser à la presse pour annoncer de nouvelles mesures. William L. était sur place. Ce sont 5 nouvelles mesures qui viennent désormais s'ajouter aux 60 annoncées en mars dernier lors du comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté. Lors de sa conférence de presse au Mureau ce matin, le Premier ministre a fait savoir la volonté du gouvernement de reconnaître les obstacles auxquels sont confrontés les habitants des quartiers défavorisés. Les obstacles de plusieurs natures. Je l'ai dit, difficultés sociales qui persistent. Discrimination. Parfois, ça s'appelle tout simplement du racisme, qui font des dégâts considérables sur les destins individuels, scolaires, professionnels. Stigmatisation à l'endroit de l'islam, alors que la 2e religion de France cherche sa place dans notre société. Parmi ces 5 nouvelles mesures pour revaloriser ces quartiers, faciliter les relations entre les forces de l'ordre et la population, prévenir la radicalisation et lutter contre les discriminations. Beaucoup ont parlé emploi, accès à l'emploi, création d'entreprises, accompagnement, culture. Bref, tous les sujets sont abordés pour qu'il y ait une action publique globale qui fasse que, on salue les quartiers comme une chance. C'est une chance. Dans ces mesures également, lutter contre la ségrégation, notamment dans le logement et la construction d'habitat social où 36 villes sont déjà pointées du doigt, comme la commune de Maisons-Laffitte dans les Yvelines. Renforcer les sanctions contre les maires refusant de construire des logements sociaux en transférant au préfet leur contingent municipal d'attribution. Il faut que les choses bougent et l'État emploie et emploiera tous les moyens nécessaires. Il prendra la main s'il le faut, comme la loi l'y autorise. La dernière mesure s'inscrit, elle, dans la continuité du contrat de ville mis en œuvre pour rénover l'action publique dans les quartiers et la rendre plus cohérente et efficace. Annoncé ce matin la nomination de délégués du gouvernement dans les villes pour coordonner l'action des services de l'État et ses opérations en lien avec le préfet et le maire. 10 sites pilotes ont déjà été choisis pour cette mesure, avec notamment la commune de Trappes dans les Yvelines.
Et politique toujours, à plus d'un mois des élections régionales, les partis commencent à présenter leurs listes et leurs programmes. Europe Écologie Les Verts, emmené par Emmanuel Cos, la tête de liste francilienne, présentait ses candidats samedi dernier à Mantes-la-Ville. Explication avec Mélanie Poquet et Élodie Moine. Changer l'air de l'Île-de-France, c'est le mot d'ordre d'Europe Écologie Les Verts. Point principal de leur programme, un plan contre la pollution. 3 milliards d'euros seraient ainsi consacrés au déplacement. Il y a un lien très concret entre les enjeux de cette élection régionale et les enjeux climat. Notre région étouffe. Nous continuerons à développer les transports par mode de bus et nous porterons un projet de liaison par le transport en commun, par le train, des banlieues à banlieues. En tant qu'habitant de la grande banlieue, je n'ai plus envie de continuer systématiquement à repasser par Paris pour aller dans une autre banlieue. Mi-octobre, le Parti socialiste avait organisé un référendum pour envisager une alliance avec les écologistes. Si le oui l'a emporté à 89%, du côté des Verts, l'alliance pour le premier tour n'est pas d'actualité. Référendum, moi j'aurais plutôt dit micro-trottoir. Mais vous avez imaginé où ils en sont. Ils sont allés sur les marchés, demander aux citoyens de trancher des questions d'alliance entre les appareils. Notre campagne ne s'inscrit pas là-dedans. J'invite mes collègues du Parti socialiste, avec lesquels nous avons été en partenariat après avoir été autonomes en 2010, de faire campagne, de faire connaître leurs projets et de parler à leurs électeurs. Sur la liste emmenée par Emmanuel Cos, une dizaine de candidats sont yvelinois. Pour le département, les candidats se disent être attentifs à la préservation des terres agricoles, notamment sur le plateau de Saclay. Lors des régionales de 2010, la liste écologiste avait obtenu 16% des suffrages au premier tour. 90 migrants sont arrivés vendredi dernier à Triel-sur-Seine, évacués ce vendredi matin du lycée désaffecté Jean Carré à Paris. Ils ont été installés dans l'ancienne maison de retraite des Tilleuls, principalement des hommes pour la plupart originaires du Soudan. Ils sont encadrés sur place par les représentants de la Croix-Rouge française. 35 personnes de l'association ont été mobilisées 24 heures sur 24 sur le site pour leur apporter de l'aide. Les migrants pourraient rester jusqu'à la fin mars 2016, le temps de l'examen de leur situation par les services de l'État. D'autres migrants évacués vendredi matin également de Paris ont été dirigés vers d'autres communes des Yvelines. Un groupe a notamment été accueilli à Elancourt et un autre au foyer à Doma de Conflans-Sainte-Honorine. Et nous accueillons ce soir Bernard Delattre. Bonsoir, vous êtes journaliste et écrivain, une figure bien connue des Rambolitains, et vous venez nous parler de votre recueil qui s'intitule Vie tranchée. Alors ce n'est pas un polar, ce n'est pas un thriller, mais c'est un recueil de 16 nouvelles inspirées de faits divers qui se sont déroulés en Bourgogne, dans les Yvelines également à Paris, et qui vous ont marqué devant votre carrière de journaliste. Oui, tout à fait, oui, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué, qui m'ont voire traumatisé, tellement c'était des choses graves. Et puis donc, le but principal de ce livre, c'est de collecter des fonds pour l'association Lumière du Monde, qui réalise des puits d'eau potable au Cameroun. Donc j'ai déjà fait deux autres livres dans cette opération. Un livre sur la musique des années 60, le rock et le folk. Alors oui, vous avez écrit déjà 8 livres. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce livre précisément, donc, qui s'appelle donc Vie tranchée. Comment vous avez choisi justement? Ce sont des choses qui vous ont marqué, qui ont aussi marqué peut-être les Yvelinois, les Franciliens? Oui, je pense, oui, ce sont des choses qui ont marqué tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, peut-être donner quelques exemples justement de ces faits divers? Un qui m'a le plus marqué, là, c'est la tragédie là, de l'avion militaire, le Mystère 20, qui s'est écrasé le 2 décembre 1991, donc il y a 24 ans, à Elancourt-Maurepas, dans la coulée verte. Et nous, il se trouvait qu'on avait un reportage à Maurepas avec le maire de Maurepas de l'époque. Puis on a pratiquement... on le voit d'ailleurs, on voit une des images, une des photos. Ouais. On a pratiquement vu l'avion tomber, on arrive en même temps que les sapeurs-pompiers. Vraiment, là j'ai voulu, ça m'a inspiré une nouvelle pour rendre hommage à ces officiers de l'armée de l'air qui avaient tous des milliers d'heures d'expérience, qui se sont sacrifiés, qui ont pris tous les risques pour eux, pour éviter les immeubles. Parce qu'il y a des zones d'immeubles dans le coin, les 7 Mars, la Gio, tout ça. Donc c'était un moment de leur rendre hommage. Et les autres nouvelles, donc c'est des affaires qui m'ont très marqué. Il y a une affaire d'infanticide qui date aussi d'une trentaine d'années, aux alentours de la ville nouvelle. Et c'était une mère de famille très dépressive, qui a noyé ses enfants et qui a loupé son suicide derrière. Et ces histoires ont fait beaucoup de bruit dans l'univers médiatique local. Ouais. Puis en même temps, on s'aperçoit que donc, le phénomène de l'infanticide, c'est que c'est un des drames qui, le nombre augmente malheureusement en France chaque année. Donc c'est pas nouveau parce que
Dans le théâtre antique, vous avez la pièce Médée, par exemple la tragédie Médée d'Euripide qui date de 4 siècles avant Jésus-Christ, qui décrit justement ce phénomène de l'infanticide. Enfin, Médée est un peu le mythe de tout cela, et on voit que ça revient toujours. J'ai voulu un peu savoir ce qui aurait pu se passer dans la tête des gens, comment. Et ça a un peu Parce que montré. justement, en fait, vous inspirez de faits divers, mais vous le racontez sous forme de fiction. C'est ça, oui, de forme de Donc fiction. vous mettez dans la tête peut-être des personnages, c'est ça? Oui, c'est pour la compassion, je pense aussi par l'identification. L'identification, ça appartient au processus de compassion, et puis c'est en même temps pour protéger les familles, quoi. On ne va pas remettre les noms, les lieux précis. Puis en même temps, donc c'est pour imaginer les dialogues. Je ne suis pas sur des dialogues, donc ce sont vraiment des nouvelles de fiction, c'est de la fiction. La trame, ce sont des faits divers réels, mais les dialogues sont de la fiction. Même parfois, le dénouement est de la fiction, parce que moi, j'étais simple journaliste. Comme vous le savez, un journaliste n'est ni juge, ni policier, on ne sait pas tout. Et justement, c'était pas trop difficile, parce qu'en tant que journaliste, vous deviez vraiment juste dire les faits, et là, vous aviez un peu romancé, du coup, ce qui s'est passé? Oui, c'est ça, ouais, j'ai romancé, ouais. Puis c'est vrai que par mes enquêtes de voisinage, j'avais certaines choses que je n'avais pas pu mettre dans les articles. Et là, bon, j'ai pu y aller. Mais c'est vraiment de la fiction. Des nouvelles. Vous avez vraiment enquêté sur toutes ces affaires, donc vous les connaissez effectivement très bien. Oui, mais pas tout. J'ai pas tous les éléments, quoi. Je connais que certains aspects, donc je me suis basé sur ce que je savais. Mais le reste. Il y a des enquêtes dans ces nouvelles qui restent peut-être incomplètes ou qui n'ont pas été élucidées. Oui, il y a des cas où les meurtriers courent toujours. Hein. J'ai le cas, par exemple, de deux maçons portugais du sud des Yvelines. Ils étaient à 1 an de la retraite. Et un jour, ils sont partis sur un chantier, personne ne les a jamais revus. Alors la loi française est faite de façon que si on ne retrouve pas les cadavres, il n'y a pas de crime, quoi. Et là, on n'a jamais retrouvé les corps. Bon, mais c'était des gars très sérieux qui bossaient, qui envoyaient tout leur argent à leur famille. Ils ont disparu. Alors il y a deux hypothèses. Soit c'est leur employeur, parce qu'ils avaient un procès au prud'homme justement pour les impayés d'heures supplémentaires de dimanche. Alors c'est une piste, mais sur le terrain, j'ai appris une autre piste aussi, parce que puis en plus, on ne peut pas accuser tant que c'est pas jugé. Et il y a aussi une autre piste. Sur le terrain, on m'a dit que ces gars-là, ils auraient peut-être bossé pour... vous savez qu'en forêt de Rambouillet, il y a des fois des gens qui se cachent. Alors ça peut être soit une filière terroriste ou des gros malfrats, et ils auraient peut-être travaillé pour ces gens-là, des souterrains ou des choses comme ça, et on les aurait éliminés pour... qui ne parlent pas. Donc il y a ces deux hypothèses. Vous allez continuer vos enquêtes justement pour écrire ces nouvelles? J'ai pas les moyens, j'ai aucun moyen. J'aimerais bien, j'ai aucun moyen. Quoi. Ça vous a pris combien de temps pour toutes les choisir? Ça, c'est sur les faits divers, ils s'étalent sur 40 ans de carrière. Et les écrire, ça a pris sur 6 mois, 1 an. Puis avec l'éditrice, la maison d'édition, on a beaucoup travaillé les dialogues. Voilà. La maison d'édition Flamand Noir, nous y reviendrons. Vous avez écrit d'autres livres avant, là c'était vraiment un recueil, c'était un peu qu'elle voulait peut-être faire passer un message? Oui, c'est faire un peu un tour d'horizon, parce que les faits divers sont quand même un reflet de la société, montrer un peu, par exemple, la mère de famille dépressive, pas sous-estimer la dépression. Et j'ai aussi 2 affaires qui m'ont marqué, c'est des jeunes, un est mort et l'autre a failli mourir pour avoir voulu acheter un peu de shit. Je trouve que c'est vraiment... Alors c'est pour bien expliquer aux jeunes et aux familles, attention, il y a plus dangereux que le shit, c'est le contact avec les dealers. Parce que là, vous avez C'est un message aussi de prévention. C'est ça, oui. Attention, les dealers, là, vous avez vraiment des crapules, des gens qui n'ont pas de drogue et qui ont des couteaux, quoi. Vous avez donc une carrière de 40 ans de journaliste, notamment donc, sur le territoire de Rambouillet. Est-ce que, je ne sais pas, c'est peut-être un territoire où il y a beaucoup d'affaires de faits divers comme celle-ci ou... Oh, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Non, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Puis ce qui s'est passé ici, dans le sud d'Yvelines, aurait très bien pu se passer à Nantes, à Bordeaux, à Marseille. Voilà, on est dans l'humain en général. J'ai voulu un peu explorer dans l'âme humaine, quoi. Il y a un auteur que j'aime bien, Frédéric Tristan, qui a été prix Goncourt en 1983 avec Les Égarés, un très beau roman sur la folie humaine. Il habite d'ailleurs pas très loin d'ici. Mais il a écrit La descente dans les ténèbres de la folie et le prélude nécessaire à la remontée vers la lumière. Donc parfois, il faut descendre dans les ténèbres pour remonter vers la lumière. Alors j'espère que ces nouvelles, on descend dans les ténèbres, ça va aider les gens à remonter vers la lumière. Alors, en tant que journaliste, nous savons, les faits divers intéressent beaucoup le public, les lecteurs. C'est quand même des histoires assez tragiques, assez dures. Est-ce que vraiment il y a des choses qu'on peut en retirer? Oui, c'est ça. Il n'y a pas que du voyeurisme, en fait.
Ben, ça a un aspect, mais il y a peut-être une overdose de faits divers actuellement. Il y en a trop, il y a trop de violence. Et justement, on a des processus d'augmentation de la violence. Et il faut étudier ça, je pense, justement, pour contrer pourquoi il y a tous ces phénomènes et comment on peut les contrer. C'est ça, il faut étudier. Ce sont des faits de société aussi. Par exemple, la dépression, il faut bien diagnostiquer. La dépression est une maladie très grave. Il faut la diagnostiquer à temps, quoi, pour éviter les tragédies. Par exemple. Alors, donc, vous sortez ce livre aux éditions du Flamand Noir. Donc, cette maison a été fondée il y a 2 ans par Madame Nathalie Brault, qui est spécialisée dans le roman policier et le thriller. C'est une maison d'édition, elle aussi yvelinoise, donc c'est un petit peu un livre 100% yvelinois. Oui, là, c'est une jeune maison d'édition qui a 2 ans à peine. Elle va fêter son 2e anniversaire. Et j'ai voulu travailler avec eux parce que j'aime bien, comme ça, lancer une maison d'édition actuellement. Il faut du courage, il faut du cran. Parce que le milieu du livre est un peu saturé. Alors, oser lancer une maison d'édition, ben, chapeau. Hein. Et là, donc, en 2 ans, Madame Nathalie Brault, elle a déjà obtenu 2 prix. Là. Un prix avec Kind of Black. C'est un polar qui se déroule dans les milieux du jazz. Et en même temps, c'est un roman sur la création musicale, le piano, tout ça. Et le 2e, c'est Burnout, là, qui va avoir un prix aussi. On ne peut pas trop le dire parce qu'il va être décerné bientôt dans un prochain salon. Et c'est un peu sur la déprime des policiers. Vous savez aussi que le nombre des suicides des policiers augmente. Oui. Et voilà, le burn-out. Et là, il décrit parfaitement, c'est un ancien policier, Didier Fossé, il décrit parfaitement cette ambiance dans les commissariats, les gens surmenés. Et eux, ils ont l'arme avec eux, quoi. Et comment vous avez travaillé justement donc avec cette maison d'édition? Elle vous a aidé à choisir les Oui, c'est ça. On a beaucoup travaillé les dialogues. Par exemple, elle a repris les dialogues. Elle m'a dit, tiens, là, il faudra un peu élaguer là, puis là, au contraire, enrichir, chercher puis à amener la touche féminine, quoi. Parce que voilà, moi... Il est à noter que donc, pour ce livre, vos droits d'auteur seront reversés pour la réalisation de puits d'eau potable au Cameroun avec l'association rambolitaine bénévole Lumière du Monde, qui est présidée par Madame Virginie Simot. Vous vous investissez beaucoup pour cette association? Oui, ben, j'y suis depuis plus de 10 ans. Hein. L'association va fêter son 15e anniversaire en mars 2016 et moi, je suis pratiquement depuis le début. Parce que bon, j'ai beaucoup d'affection. C'est une association qui œuvre juste pour faire des puits des puits d'eau potable, mais aussi des latrines, un peu aider, créer des projets, relancer. Alors c'est parti d'une famille camerounaise, Madame Simo Nkapsipa. Elle a voulu aider son village d'origine. Et son village, quand on dit village, ça va de 10 000 à 20 000 habitants. Donc on a déjà fait deux actions dans des villages, de Bangang Fokam et je ne sais plus le nom. Et là, le prochain, c'est Bayangam. Et Bayangam, c'est près de 20 000 habitants. Donc, par exemple, à Bangang Fokam, on a fait 16 puits d'eau potable, 12 latrines, de l'aide dans les écoles aussi. Donc, c'est vraiment un travail de fond sur toute une communauté urbaine. Et on travaille avec des gens du coin. Les puits sont faits par une entreprise de Yaoundé. Et ce n'est pas de l'assistanat. On responsabilise les gens parce que après, les gens payent 1 euro par mois pour l'entretien du puits, et 1 euro, c'est 900 francs CFA, donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et donc, c'est eux qui financent l'entretien des puits, tout ça, quoi. Donc voilà, c'est pour une bonne cause. S'il y a vraiment, je ne sais pas, peut-être une nouvelle, un récit que vous pourriez, que vous nous conseillerez, ou vraiment qui vous a le plus touché, lequel ce serait dans ce livre? L'hommage aux aviateurs, quoi, le sacrifice de ces pilotes qui ont évité les immeubles et les maisons, qui ont pris tous les risques pour eux, quoi. Voilà, il y a une stèle a été inaugurée à Elancourt, à côté de la commanderie des Templiers. Chaque fois que je passe devant, je m'arrête, quoi. Respect pour ces gens. Et l'an prochain, donc en décembre 2016, ça va être le 25e anniversaire, quoi. D'accord. Alors, je le rappelle, votre livre Vie tranchée est disponible dans les librairies de la Ville Nouvelle ainsi que sur Internet et vous le dédicacerez le dimanche 8 novembre au Salon des écrivains de Rambouillet. Merci beaucoup Bernard Delattre d'être venu en plateau et de nous avoir parlé justement de votre livre. Merci à vous. Culture, maintenant on y reste justement. Il y a tout juste 300 ans s'éteignait le roi Soleil. À l'occasion de cet anniversaire, le château de Versailles retrace le cérémonial qui a entouré la mort de Louis XIV. Vous pourrez ainsi découvrir les derniers instants du roi, mais aussi les étapes d'exposition du corps du défunt et le convoi funèbre. Des moments de représentation mis en lumière par une scénographie baroque. L'exposition est à découvrir au château jusqu'au 21 février 2016. On écoute tout de suite la commissaire de l'exposition, Béatrix Saul. Cette exposition accorde à la scénographie une place toute particulière parce qu'elle est tout à fait dans l'esprit de ce que c'était, car toutes les cérémonies funèbres de Louis XIV ont été organisées par l'administration des menus plaisirs et c'était des décors éphémères, des costumes éphémères, tout était fait
pour la cérémonie, pour ce temps de deuil. Et comme chaque lundi, nous retrouvons notre chronique culturelle présentée par Sephora Namani. Bonsoir Sephora. Bonsoir Floriane. Alors ce soir, je vous parle cinéma. Savez-vous comment on fait un film? Alors j'ai quelques notions, mais pas suffisamment, mais vous allez certainement me dire où on peut apprendre à en faire un, je suppose. Exactement. Alors c'était tout l'objet en fait du stage qui se déroulait à Guyancourt pendant les vacances scolaires, à la villa Simone Signoret pour les adolescents de 11 à 17 ans. Une dizaine de jeunes ont bénéficié des conseils d'une équipe de professionnels pour réaliser leur premier court-métrage. Alors un court-métrage, ce n'est pas vraiment un film, c'est un peu plus court, c'est un peu un mini-film, on peut le dire? C'est ça. Alors officiellement, un court-métrage, c'est moins de 52 minutes, mais conventionnellement, on dit même qu'un court-métrage, c'est moins de 26 minutes. En l'occurrence, là, leur premier court-métrage fera de 5 à 10 minutes. C'est Thomas Ourdy, responsable du service jeunesse de la ville de Guyancourt, qui nous précise le programme. La première chose, c'est qu'est-ce que c'est que le cinéma, comment ça fonctionne, quels sont les différents plans de vue, et donc maintenant ils les connaissent sur le bout des doigts et c'est assez impressionnant. Ensuite, quels sont les matériels nécessaires pour faire le tournage d'un film. Ensuite, une fois qu'on a appréhendé un peu tous ces outils-là, on commence à écrire le scénario, on commence à avoir des idées plus précises dans la mise en scène, et puis on commence à créer, à mettre le puzzle commence à prendre forme dans toutes ces étapes progressives. Alors ils sont donc initiés aux différentes étapes de la création d'un film, depuis l'écriture du synopsis jusqu'au montage, en passant par le scénario, le storyboard et le tournage. Alors quelques petits rappels. Le synopsis dans l'industrie cinématographique désigne le résumé condensé d'un scénario, et le storyboard, c'est la représentation illustrée d'un film avant sa réalisation. La mise en page ressemble à celle d'une bande dessinée, et en fait ça sert à planifier l'ensemble des plans avant la réalisation du film. On y précise l'ensemble des paramètres cinématographiques tels que le cadrage, les mouvements de caméra et de personnages et les raccords avec la plus grande exactitude possible afin de visualiser et de planifier le tournage du film. On a même eu droit à un petit cours sur les différents plans. On va faire 2 échelles de plans. C'est quoi les échelles de plans déjà? Premier plan, deuxième plan. Eh ben non. Mais c'est bien quand même d'avoir essayé. Ça. Plan poitrine. Ça. Plantage. Ça. Plan américain. Ça. Ça. Plan moyen. Plan d'ensemble. Plan global. Ou insert. Général. Non, je l'oublie pas, je vous le laisse. Insert. Alors je le précise, dans l'extrait, le plan qui arrive bien jusqu'au genou, c'est le plan italien. Je le dis parce que je sais qu'on entend un petit peu moins bien. Alors pour les non-initiés, un plan, c'est une prise de vue de quelques secondes, mais qui peut durer aussi jusqu'à plusieurs minutes. C'est ça exactement. Alors pour simplifier, le plan, c'est le jeu de scène filmé entre les deux mots magiques du tournage qui sont action et coupé. Et un ensemble de plans situés dans un même temps et dans le même lieu forme une séquence. Et un ensemble de séquences se rapportant à une même action, mais se déroulant en différents lieux et sur différents temps donnés, forme ce que l'on appelle une scène. Alors je vous donne toutes les clés, Florane, pour créer un film un jour, si l'envie vous en dit. Peut-être, on espère. Alors la technique n'a pas été laissée pour compte non plus, parce que les jeunes ont pu s'essayer au métier de caméraman, éclairagiste, preneur de son, ainsi qu'à l'actorat. L'actorat, c'est le nouveau mot pour parler du métier de comédien. C'était donc un bilan positif pour ce stage à mi-parcours, parce que tous les enfants se sont prêtés au jeu avec sérieux et enrichis de nouvelles connaissances techniques. On les écoute. Chacun on touche un peu à tout. Moi j'ai décidé de participer au journal télévisé qu'on va faire mais je préfère quand même faire plus de technique, être caméraman ou prendre le son. Moi j'aime bien la réalisation, être derrière les caméras ça me plaît bien. Ça pouvait me permettre de savoir ce qu'il y avait dans le monde du cinéma, et puis comme on m'a dit c'était assez professionnel, comme je suis en 3e et que j'ai un stage à faire, je voulais savoir comment c'était dans le monde professionnel, parce que j'avais déjà fait un stage au cinéma, mais c'était plus amateur, et là, avec une équipe de pros, ça me permet vraiment d'apprendre ce métier. Alors ce stage initié par le service jeunesse de la ville de Guyancourt se prolonge jusqu'à la fin des vacances scolaires. L'expérience se terminera par la projection du court-métrage réalisé par les stagiaires lors d'une soirée de clôture vendredi prochain. Peut-être des futurs Sofia Coppola ou Luc Besson, c'est ce qu'on verra, Sephora. Merci en tout cas, on vous retrouve mercredi pour une nouvelle édition de Kiosque. Mais avant de refermer cette édition, un mot de sport. Lourde défaite pour Montigny-le-Bretonneux en National 1 féminine de handball. Les Igny-Montagnes ont perdu 32-24 à domicile face à Rochechouart. Lors de la 5e journée de championnat, les Saint-Quentinoises concèdent donc leur 2e défaite consécutive. Résumé du match avec Mickaël Elmidoro et Élodie Moine.
Deuxième défaite en 2 matchs de National 1 pour Montigny-au-Bretonneux. Privés de quelques cadres, les Igny-Montaigne n'ont jamais réussi à contenir les assauts de Rochechouart, l'une des meilleures équipes de la poule dans leur gymnase. Le score est sans appel, 32-24. À un moment, on n'était pas loin, on revient et puis après on relâche sur les dernières minutes, on fait des erreurs qu'on ne devrait pas faire et donc ça coûte cher sur des équipes du haut de tableau. On a eu un départ de match difficile, ce qui nous a mis dedans presque tout le match. Donc bon, on a su relever la tête, à densifier notre défense, ce qui nous a permis après de récupérer des balles et puis de les amener jusqu'en attaque. Mais oui, il y a un écart, c'est sûr, mais pas tant que ça, je pense pas tant que ça. On est loin parce qu'il y a -8 à la fin, mais il faut retenir les bonnes choses et elles ont su relever la tête. Et ça, c'est bien pour l'avenir. Promu cette année en National 1, Montigny-Bretonneux vise le maintien cette saison. Après un départ en boulet de canon avec 2 victoires en 3 matchs, les Igny-Montaigne marquent le pas depuis début octobre. Les Yvelinoises restent sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. On va y arriver, on travaille beaucoup la semaine. Après, je pense qu'il faut vraiment garder le positif sur chaque match, même s'il va y avoir sans doute beaucoup de défaites. Et je pense qu'on va y arriver. Il faut rester bien régulière. Pour rêver du maintien, il faudra engranger le plus de points possible. Prochain match de National 1 pour Montigny-Bretonneux, samedi prochain à 20h contre Pessaquet en Gironde. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mickaël Elmidoro pour le 7-8 Sport. Je vous retrouve demain et je vous souhaite une très bonne soirée.